Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le Congo est un État d'Afrique centrale, avec une superficie de 342 000 km² pour une population évaluée à environ 4,1 millions d'habitants. Il est limité au nord par la RCA, République centrafricaine et le Cameroun, au sud et à l'est par la rez-de-chaussée, République démocratique du Congo, à l'ouest par le Gabon et l'océan Atlantique. Colonisé dans les années 1880 par la France dans la continuité des missions de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, le pays est successivement baptisé Congo français puis Moyen Congo, avant d'être intégré à l'Afrique équatoriale française, AEF, en 1910. Devenue la capitale de ce vaste ensemble, Brazzaville se voit désenclavée par la construction du chemin de fer Congo-Océan, CFCO, dans les années 1920. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville est choisie par le général de Gaulle comme capitale de la France libre. Au plan culturel, la population congolaise est répartie en 8 groupes ethniques à savoir Eshira, Congo, Kota, Mbochi, Mbozi, Meke, Ubangien, Sanga et Teke. Les peuples du Congo ont un fond culturel bantou et pygmée. L'immensité des potentialités culturelles du pays trouve son fondement dans la diversité de ses peuples. En ce sens, cette diversité ethnique et linguistique explique en partie le dynamisme, le caractère prolifique et la force de sa création patrimoniale depuis toujours. La protection et la gestion du patrimoine culturel, au sens actuel, est inhérente aux changements historiques que le pays a connus. Les migrations bantoues et l'installation dès le Xe siècle de notre ère des premiers grands royaumes expliquent la présence des découvertes archéologiques telles que la poterie au royaume Congo. Avant l'arrivée des Européens au Congo, le pays a connu des royaumes Congo, Loango et Teke. Dans ces 3 royaumes, les peuples ont tissé le raffia, sculpté, chanté et dansé. Ces royaumes sont issus de la grande migration des peuples bantous venus de l'actuel Nigeria au 1er siècle de notre ère. Cette migration suscite dans le bassin du Congo la création des royaumes Congo et Teke ou Anzik. Le pouvoir, le commandement et la chefferie ont fortement marqué la création des biens culturels, entendons mobilier et immobilier dans ces royaumes. Le Congo est un pays riche en patrimoine grâce à son passé prestigieux et historique. En effet, le patrimoine culturel est un élément, une composante de l'identité des communautés, groupes et individus, et de la cohésion sociale, de sorte que sa destruction intentionnelle peut avoir des conséquences préjudiciables sur la dignité humaine et les droits de l'homme. Ce patrimoine fait une large part à l'immatériel et à la dimension symbolique dans sa protection. Il sied de rappeler que depuis des millénaires, les communautés locales congolaises ont toujours eu recours à des invocations pour maintenir l'ordre social et culturel établi. Par ailleurs, la croyance en l'existence d'un être suprême et les pratiques rituelles ont un impact sur la conservation et la protection de la nature. Elles peuvent être une manière d'honorer les ancêtres, d'interdire tout abus d'abattage, de chasse, de pêche et de cueillette des produits de la brousse. C'est ainsi que grâce à ces cultes et à la propriété foncière, on fait cesser les abus. La forêt sacrée est l'une des composantes de ce patrimoine qui est considéré par les communautés locales comme fait d'interdits inviolables. En ce sens, il convient de s'en servir décemment en pensant aux générations futures. Il y a ainsi une gestion logique intergénérationnelle et extragénérationnelle, qui va au-delà de toute considération magico-religieuse. En effet, chaque génération en respectant les interdits préserve le patrimoine au profit des générations futures. Dans ce sens, les générations qui se succèdent entretiennent des liens étroits avec la culture et la nature par le respect et la crainte des esprits tutélaires. En même temps, il faut noter que cette protection traditionnelle du patrimoine culturel a été reléguée au second plan et mise en sommeil par la colonisation qui a instauré une conception française du patrimoine dans les colonies. Dans la même logique, un mimétisme juridique et institutionnel est instauré après l'indépendance du pays en 1960. En conséquence, le système juridique de protection du patrimoine culturel au Congo s'est inspiré très largement du système français. Finalement, on peut conclure que le droit congolais du patrimoine culturel est d'inspiration française. Cependant, aux premières heures de son indépendance, le Congo a vu naître un sentiment d'identité nationale dans la gestion de son patrimoine.
À travers la revendication de cette identité nationale, le patrimoine est perçu comme un terme évolutif qui sert à identifier un peuple dans son évolution. Elle permet d'établir le lien entre le passé et le présent d'une communauté. Au cœur de la nouvelle conscience moderne s'installe une attitude nationaliste. Le patrimoine est considéré comme une attitude mentale, un regard face à un objet, quelle que soit sa nature. Il devient une source de revendication identitaire, une composante essentielle de la particularité des peuples et des communautés congolaises, une référence intangible à leur identité culturelle et civilisationnelle. Pour exister, chaque peuple a besoin de témoigner de sa vie quotidienne, d'exprimer sa capacité créatrice, de conserver les traces de son histoire, et le patrimoine culturel est l'instrument de ce va-et-vient entre le passé et le futur, un instrument de construction de l'identité nationale, facteur de cohésion sociale et gage de stabilité. Cette construction identitaire est d'autant plus forte qu'elle est en réaction par rapport à la période coloniale précédente. L'existence de l'identité nationale congolaise est donc un acquis, mais il faut noter une différence d'appropriation avec la logique française. Le sentiment d'appartenance est peut-être le même, mais le ressenti diffère. Dans la réalité congolaise, la loi coutumière dite traditionnelle est la base des sociétés millénaires du pays. Elle reste en vigueur dans bien des sociétés même modernes ou urbaines. Elle est orale sans support matériel, fait d'interdits et de préceptes préétablis. L'individu dans la société congolaise ne se définit pas en dehors du groupe. Il façonne et modèle une multitude d'outils et d'instruments utilitaires, répondant à plusieurs usages imposés par la vie quotidienne. Ce droit traditionnel vit parallèlement avec le droit dit moderne, ou droit de l'État qui quasiment ne justifie pas son existence en regardant le plus ancien, c'est rien que le culte du changement. En d'autres termes, le droit moderne ne prend pas en compte le droit traditionnel. La dualité du droit du patrimoine au Congo se traduit en termes de tradition et modernité avec des fondements ethnocentriques qui prennent parfois le dessus sur les fondements européocentriques rendus parfois inefficaces ou inapplicables. D'autre part, il faut noter que pour jouer le rôle qui lui revient, le patrimoine culturel devrait être régi par des textes juridiques adaptés et des institutions efficaces. Les pays africains en général et le Congo en particulier devraient disposer des textes juridiques définissant ce rôle, protégeant les institutions culturelles nationales et le patrimoine. Par institutions culturelles, nous entendons des structures telles les musées et bibliothèques, les archives, ateliers d'art ou d'artisanat, forêts sacrées, galeries, les festivals, de l'État, tout comme celles appartenant à des personnes privées. Il s'agit des structures institutionnelles gérées par l'État qui souvent y nomment un gestionnaire tout en étant régies par une organisation administrative et juridique qui découle de la politique culturelle nationale. Les outils et institutions juridiques doivent donc constituer d'éléments moteurs donnant un caractère impératif à la valorisation et à l'exploitation durable du patrimoine culturel. Cependant, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les mesures de protection du patrimoine. Sont-elles efficaces? Sinon, quelles perspectives proposer? En abordant les réponses à ces questions, il apparaît clairement qu'au Congo, les instruments juridiques, institutions et normes nationales et internationales jouent un rôle majeur dans la gestion du patrimoine aussi bien culturel que naturel. Cependant, il convient de préciser que la gestion du patrimoine culturel au Congo laisse entrevoir des problématiques identitaires et patrimoniales se basant sur les spécificités du patrimoine culturel congolais d'une part, et sur les liens entre les communautés locales et leur patrimoine d'autre part. À ce niveau, il sied de rappeler que la protection du patrimoine culturel au Congo est assurée par des structures publiques, une conséquence de l'assimilation et surtout du mimétisme. En effet, le système de l'assimilation a conduit les autorités coloniales à prendre directement en main la conduite des affaires du territoire dominé. Ce système pose donc les bases d'une centralisation du pouvoir en général et de la gestion étatique du patrimoine culturel en particulier au Congo, car comme l'affirme Kant Bokaroumar, dans les États d'inspiration francophone, les structures de gestion sont beaucoup plus publiques à cause de la place occupée par l'État. C'est dire que la protection du patrimoine culturel a depuis longtemps été l'œuvre exclusive de l'État. Une gestion qui a, malgré tout, connu des profondes mutations selon qu'il s'agisse de la nature du patrimoine à gérer. On est passé du patrimoine matériel au patrimoine immatériel,
ou des structures et institutions patrimoniales à travers notamment la reconnaissance du rôle des entités décentralisées de l'État. À propos de cette protection exclusive du patrimoine par l'État, il s'agit, pour les décideurs comme pour les gestionnaires, de faire vivre le patrimoine, notamment par une politique cohérente et rationnelle de décentralisation culturelle. Avec l'avènement de la démocratie au début des années 1990, le Congo s'est lancé dans un double processus de décentralisation et déconcentration. Un double processus qui, parfois, est source de profonde confusion, car décentralisation et déconcentration présentent certaines analogies. Mais en réalité, si la décentralisation renvoie au transfert des compétences du niveau national au niveau local, dans la déconcentration, il est question de la délégation de pouvoir entre le niveau central et le local avec un lien hiérarchique au sein de la même personne morale, c'est-à-dire l'État. En effet, penser la décentralisation renvoie ipso facto à penser la déconcentration, car cette dernière accompagne le processus de décentralisation. Par ailleurs, on est amené à s'interroger sur l'effectivité même de cette décentralisation dans la gestion du patrimoine culturel. Il existe, certes, un arsenal juridique relatif à la décentralisation au Congo, mais ces outils reflètent-ils réellement une redistribution des pouvoirs entre l'État et les collectivités locales dans la recherche d'une action publique plus efficace ? En fait, il est aisé de constater des difficultés dans ce processus, car très souvent, la déconcentration ne suit pas progressivement le mouvement de la décentralisation et on peut constater une décentralisation de façade renvoyant implicitement à la centralisation du pouvoir. On peut ainsi constater l'absence de la décentralisation culturelle. Il s'agit donc d'élargir les responsabilités des communautés locales dans l'identification, la mise en valeur et la transmission du patrimoine tout en leur concédant un financement conséquent. Ainsi, on ne peut rester insensible au rôle des pratiques traditionnelles dans la protection du patrimoine culturel au Congo. En effet, il arrive que dans certaines localités, ces pratiques prennent le dessus sur la loi moderne parce qu'elles s'appliquent depuis des millénaires et sont mieux assimilées par la population locale dans la protection du patrimoine. À ce titre, n'est-il pas besoin de les officialiser pour les rendre légitimes et donc plus efficaces ? Rappelons, à cet effet, que le secteur culturel africain a besoin d'approches qui prennent en compte ces réalités et osent innover. On en vient donc à la conclusion évidente selon laquelle les pratiques traditionnelles contribuent, pour une large part, à la protection du patrimoine culturel. Elles méritent de faire l'objet d'une collecte et d'un enregistrement pour être officialisées ensuite, car on peut s'interroger sur leur pérennité avec la mondialisation. Dès lors, nous sommes amenés à penser que sur tous les plans, il est nécessaire de renforcer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine culturel. Aussi, il faut noter que, outre l'inefficacité des mesures contraignantes, qui méritent à ce point d'être renforcées, la protection du patrimoine culturel au Congo souffre d'un manque de mesures incitatives tant de la part de l'État que de la part des collectivités locales. D'où la nécessité de mettre en place des outils juridiques répondant à la demande sociale. Il convient, pour cela, de mettre en place des initiatives de collaboration à tous les échelons, de responsabiliser les communautés locales et les acteurs privés dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. C'est pourquoi, nous préconisons le perfectionnement du régime juridique de protection du patrimoine culturel à travers des mesures contraignantes et incitatives, titre I, pour ensuite envisager le passage de la gestion à la valorisation du patrimoine culturel, titre 2. Titre 1er. Le perfectionnement du régime juridique de protection du patrimoine culturel. La valorisation et la gestion du patrimoine culturel sont les deux maillons d'une protection efficace du patrimoine culturel au Congo. En effet, le régime juridique de protection du patrimoine culturel au Congo connaît des faiblesses normatives et institutionnelles. Pour rendre plus efficace cette protection, il convient de procéder à l'application des mesures contraignantes, chapitre 1, et au développement des mesures incitatives complémentaires, chapitre 2. Chapitre 1, l'application des mesures contraignantes. Par mesures contraignantes, on entend les initiatives obligatoires qui doivent être mises en œuvre pour une protection efficace du patrimoine. Leur mise en œuvre nécessite de procéder à l'identification du patrimoine à protéger, section 1,
et à la mise en place d'outils juridiques répondant à la demande sociale, section 2. Ces deux aspects constituent les mesures contraignantes d'un renforcement de la protection du patrimoine au Congo. Section 1. La PREALABLE Identification du patrimoine à PROTEGER. La loi congolaise du 26 juillet 2010 sur la protection du patrimoine national culturel et naturel prévoit deux principales mesures de protection du patrimoine culturel, l'inscription à l'inventaire et le classement. Au niveau international, le Congo étant membre de l'UNESCO et signataire de la plupart des conventions portant sur la protection du patrimoine culturel, Convention du patrimoine mondial, Convention sur la diversité des expressions culturelles, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, il lui revient de mettre en place un cadre juridique favorable à l'application des normes internationales. Ce cadre recommande soit une inscription des sites au patrimoine mondial, soit sur la liste indicative de l'UNESCO. En cela et, tout en respectant le principe de la souveraineté nationale sans remettre en cause le droit de propriété institué par les législations nationales, les États parties aux conventions UNESCO sur la protection du patrimoine reconnaissent que la responsabilité de la protection du patrimoine mondial incombe à la communauté internationale tout entière. Le patrimoine mondial appartient à tous. Il convient de rappeler que le droit international joue un rôle important dans le droit positif congolais. Ce rôle est cependant limité en raison de la difficulté de transposition des normes internationales au niveau national. Le droit congolais pose l'obligation d'un inventaire et de l'établissement d'une liste du patrimoine national, paragraphe 1. En outre, pour rendre cette protection plus efficace, une actualisation sinon une mise à jour de la liste du patrimoine culturel est nécessaire, paragraphe 2. Paragraphe 1. L'obligation d'un inventaire et d'une liste du patrimoine culturel. La loi congolaise du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel prévoit deux principales mesures de protection du patrimoine, l'inscription à l'inventaire et le classement de l'inventaire scientifique des patrimoines. L'inventaire est une étape obligatoire dans la protection du patrimoine. Il s'agit d'un préalable à la protection du patrimoine culturel, A. Cependant, pour qu'il soit adéquat, cet inventaire doit réunir un certain nombre de conditions, B. A. L'inscription à l'inventaire comme préalable à la protection du patrimoine culturel. L'inventaire est indispensable pour la protection du patrimoine culturel au Congo. En effet, le patrimoine culturel congolais n'a fait l'objet que d'inventaires partiels et irréguliers. Les quelques tentatives qui ont eu lieu ont été l'œuvre des missions françaises et ne portaient que sur le patrimoine bâti. C'est pourquoi un inventaire adéquat s'impose au Congo, car on ne protège bien que ce que l'on connaît bien, disait Albert Lucas, président de la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne dans les années 1960. Pour mieux protéger un patrimoine, il faut le connaître, c'est pourquoi un inventaire juridique du patrimoine culturel s'impose au Congo. Il s'agit non seulement de l'inscription à inventaire du patrimoine culturel, mais aussi des pratiques traditionnelles de protection du patrimoine. Celles-ci sont considérées non seulement comme patrimoine immatériel, car il s'agit d'un savoir et d'un savoir-faire qui se transmet par l'oralité de génération en génération, mais aussi comme mesure de protection de ce patrimoine à travers des croyances symboliques et des interdits. L'inventaire a pour but de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine. Il faut cependant noter que le Congo ne dispose pas d'une liste du patrimoine culturel national. Les premières tentatives réalisées par les missions étrangères et françaises notamment au milieu des années 1990, n'ont pu aboutir faute de stabilité politique. À ce propos, Bernard Toulier affirme que l'action menée à Brazzaville par l'inventaire illustre les limites de nos interventions dans des pays qui connaissent une grande instabilité politique. En novembre 1994, puis en juillet 1995 et mars 1996, le service de l'inventaire, sollicité par le secrétariat d'État à la coopération, France, envoie une mission à Brazzaville pour étudier les conditions d'une étude sur l'urbanisme et le patrimoine d'où il ressort que architecture savante, novatrice et exceptionnelle de la Brazzaville blanche, issue des recherches de la métropole,
influence peu à peu la construction traditionnelle des Brazzavilles-Noirs. En juillet 1995 puis en mars 1996, 2 autres missions liées à des actions de formation de cadres congolais permettent d'expérimenter une méthodologie propre à la ville de Brazzaville, à partir des études menées par l'Inventaire général en France. Les enquêtes sur le terrain aboutissent à la constitution d'une documentation conservée à Brazzaville au service des monuments historiques, du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et du Centre culturel français, ainsi qu'à 2 publications, l'une dans la collection Images du patrimoine Brazzaville la Verte, l'autre dans la collection Itinéraire du patrimoine Brazzaville Découverte. Cet inventaire réalisé avec l'appui des missions françaises n'a porté que sur le patrimoine architectural de Brazzaville. Le patrimoine des autres villes et des communautés locales ainsi que les biens meubles restent à ce jour dépourvus d'inventaire. Depuis, plus rien ne s'est fait au Congo pour ce qui est de l'inventaire non seulement du patrimoine, mais aussi de pratiques traditionnelles de protection de ce patrimoine. Pourtant, la loi congolaise de 2010 sur le patrimoine national culturel et naturel est claire à ce propos. Elle oblige un inventaire pour assurer la protection du patrimoine national. La méthodologie mise en œuvre pour cet inventaire consiste à constituer une masse documentaire homogène comprenant des dossiers descriptifs, des plans, des photographies et une bibliographie au moyen d'une grille d'analyse et de vocabulaire normatif. Il s'agit de procéder à un inventaire de tout le patrimoine congolais, en vue d'une meilleure protection et d'une gestion objective. Sur la base de cet inventaire, il peut être envisagé l'informatisation des collections des musées et la création de banques de données sur le patrimoine culturel national. Cet inventaire conduit à l'établissement d'une liste des biens culturels qui présentent un intérêt conformément à l'article 8 de la loi sur la protection du patrimoine national culturel et naturel qui dispose: l'inscription à l'inventaire du patrimoine consiste en l'enregistrement des biens culturels et naturels, meubles et immeubles, appartenant à l'État, aux collectivités locales, aux associations ou à des personnes physiques ou morales qui y sont justifiées des apostrophes. Une nécessité de classement immédiat présente un intérêt du point de vue de l'art, de la science et de la technique pour exiger la préservation. Selon le droit congolais, l'inscription à l'inventaire doit être prononcée par un arrêté du ministre en charge de la culture et l'acte d'inscription à inventaire doit être notifié par l'autorité compétente au propriétaire, détenteur ou à l'occupant du bien. En somme, il faut retenir que les quelques tentatives d'inventaire qui ont été initiées par les missions françaises principalement et ne portaient que sur le patrimoine bâti. Un inventaire qui peut être qualifié de partiel faute d'avoir réuni les conditions d'un inventaire adéquat. B. La nécessité de réunir les conditions d'un inventaire adéquat. Les dispositions relatives à l'inventaire du patrimoine culturel existent en droit congolais. Il suffit de réunir les conditions pour une collecte des biens et richesses culturelles, en vue de la constitution d'une liste du patrimoine culturel. En d'autres termes, il s'agit d'établir une liste des biens culturels suivant une catégorie bien précise, patrimoine matériel et immatériel, établissant ainsi un maximum d'informations sur les raisons de leur inscription et classement éventuels, leur objet, leur valeur et leur authenticité. L'inventaire rend possible la protection juridique des biens inscrits ou classés, et permet de pouvoir identifier ceux pouvant faire l'objet d'une éventuelle protection. Sachant qu'il existe une diversité de pratiques traditionnelles de protection du patrimoine culturel, elles varient selon les contrées et les communautés, l'inventaire permettra d'avoir une connaissance exacte de chaque pratique. À ce sujet, Vincent Negri estime que l'inventaire est indispensable à la définition, la protection, la conservation, la planification, la réhabilitation et la gestion du patrimoine au profit de tous. Mais la réussite de ces activités suppose d'abord l'existence d'un contexte favorable, c'est-à-dire d'un contexte où la connaissance du passé est reconnue par tous, le groupe, la nation, comme étant primordiale pour l'avenir. Ensuite, elle exige que les populations locales soient les premiers bénéficiaires de la mise en œuvre du patrimoine. C'est pour cette raison qu'il convient de les mener de manière conjointe en associant les professionnels du patrimoine, les populations et les autorités locales, les chefs coutumiers. Pour l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, l'article 11 de la Convention UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du PCI dispose: il appartient à chaque État partie
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. B. Parmi les mesures de sauvegarde visées à l'article 2, paragraphe 3, d'. Identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes. À cet effet, un accent particulier doit être mis sur l'inventaire des pratiques traditionnelles qui sont un patrimoine se transmettant de génération en génération, recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. La législation congolaise sur la protection du patrimoine reste muette quant à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, PCI. C'est pourquoi, il y a nécessité de procéder à l'élaboration des textes juridiques et à la mise en place des institutions spécifiques de protection du PCI qui, de plus en plus, présentent un intérêt grandissant. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif d'inventaire scientifique et juridique du patrimoine immatériel. À cet effet, il est important de procéder à l'inventaire du PCI en 2 temps. Dans un premier temps, il convient de dresser une liste du PCI existant pour ensuite procéder à des publications et à la mise en place d'une base de données du PCI consultable en ligne. L'établissement d'une liste du PCI a pour objectif de permettre une présentation du contenu des zones géographiques et de toutes les expressions du patrimoine immatériel. Dans un second temps, il convient de mettre en place des services spécialisés afin de procéder à la réalisation d'un inventaire évolutif prenant en compte les nouveaux éléments chaque fois qu'ils acquièrent le caractère patrimonial. Il sera alimenté par des enquêtes scientifiques ou par des demandes spontanées émanant de porteurs de PCI. Cette démarche exige, cependant, un vaste travail d'enquête de terrain et de recherche ethnographique par un personnel qualifié. D'une manière générale, il s'agit, au niveau national, de dresser une liste du PCI en fonction de l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable. Cet inventaire doit donc tenir compte des dispositions de l'article 12 de la Convention de 2003 qui stipule que, pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque État partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l'objet d'une mise à jour régulière. Le Congo, en tant qu'État membre et signataire de la Convention UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, doit mettre en œuvre l'article 16 de ce texte qui prévoit l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cet article dispose, pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le comité, sur proposition des États parties concernés, établit, tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste représentative. Pour ce qui est du patrimoine matériel, les troubles sociopolitiques que le Congo a connus en 1993, 1997 et 1998 ont occasionné des vols et des destructions des biens et édifices culturels. Le Congo, comme d'autres pays de la sous-région de l'Afrique centrale, a connu la disparition des objets dans les musées, due au vol et au pillage. Au Musée national de Brazzaville, on comptait près de 10 000 objets en 1965. En 1996, il n'en restait plus que 2500 après l'inventaire partiel réalisé en 1992. La liste des objets volés au Congo est publiée dans l'ouvrage 100 objets disparus, et longue. Défense d'éléphants sculptés, reliquaire Kota, BWETE. Tableau historique illustrant l'histoire de la résistance congolaise à l'occupation coloniale, chéchia rouge incarnant le pouvoir ancestral, etc. Cependant, les musées de Brazzaville et de Pointe-Noire tiennent tant bien que mal un inventaire de ce qui leur reste comme collection. Sur ce point, il convient de procéder au récolement décennal, car les collections de ces musées sont publiques et ce statut leur confère l'inaliénabilité,
dont on ne peut se dessaisir, et l'imprescriptibilité, à valeur immuable. Cette activité a pour but de présenter ces collections dans leur globalité et leur état, de façon à savoir si elles méritent ou non une restauration. La réalisation des inventaires a pour objet de préparer le classement qui est l'acte par lequel l'État déclare l'intérêt particulier des biens culturels publics ou privés déjà inventoriés. Les inventaires sont un moyen efficace pour la connaissance, la promotion et la valorisation du patrimoine culturel, qu'il soit réalisé à la demande de l'État, des collectivités, des communautés ou des propriétaires privés. L'inscription du bien, meuble ou immeuble, produit un certain nombre d'effets qui permettent de protéger et de sauvegarder le patrimoine. En effet, une fois le bien inscrit, le propriétaire, le détenteur ou l'occupant a l'obligation d'informer, dans un délai de 30 jours, l'autorité compétente de toute action à entreprendre sur le bien, réparation, restauration. Il s'agit de l'obligation d'information qui pèse sur le propriétaire, le détenteur ou l'occupant du bien. À partir de ce moment, aucune réalisation ne peut être effectuée sur le bien sans l'accord de l'autorité administrative. Par conséquent, le bien inscrit doit être maintenu en l'état pour le préserver et le protéger. Cependant, il est à noter que l'inscription à l'inventaire n'interdit pas la réalisation des travaux sur le bien inscrit. De manière exceptionnelle, la loi congolaise exige d'informer les autorités compétentes dans un délai de 30 jours de toute action à entreprendre sur le bien. Pour le bien meuble, l'article 46 de la loi du 26 juillet 2010 sur la protection du patrimoine national culturel et naturel au Congo dispose « Toute exportation des biens culturels non classés, anciens ou modernes, est soumise à l'autorisation de sortie dont les modalités sont fixées par les services compétents du ministère en charge de la culture. » En somme, l'inscription à l'inventaire permet de réaliser un contrôle étroit des travaux, restauration, modification, aménagement, réhabilitation, réparation à effectuer sur le bien inscrit. 2. Le classement. Le classement est l'acte par lequel l'État déclare l'intérêt particulier des biens publics ou privés, déjà inventoriés. Par rapport à l'inscription, le classement requiert une procédure plus complexe en raison des conséquences beaucoup plus importantes qu'il engendre. C'est pourquoi il convient d'en examiner les critères A et les effets juridiques B. A. Les critères du classement. En droit congolais, le classement permet d'évaluer l'intérêt patrimonial d'un bien en examinant un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques. En effet, les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s'y sont déroulés. L'objectif est donc de conserver les caractéristiques d'un patrimoine en le préservant de toute atteinte à l'esprit des lieux. Il s'agit d'un mode de protection qui s'est étendu sur l'ensemble du patrimoine, car au début étaient classés des éléments remarquables, isolés et menacés de dégradation, rochers, cascades, fontaines, sources, grottes, arbres, des châteaux et leurs parcs. Par la suite, les protections ont progressivement porté sur de plus vastes étendues, massifs, forêts, îles. À cet effet, l'initiative de classement peut être engagée soit par l'État, soit sur la demande du propriétaire, du détenteur ou de l'occupant du bien, personne physique ou morale, après avis de la Commission nationale du patrimoine national culturel et naturel. Une fois les conditions réunies, le classement intervient par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de la culture. Il est ensuite publié pour notification à toutes les parties concernées. Le classement ouvre droit à une indemnité au profit du propriétaire détenteur ou occupant public ou privé, en réparation du préjudice pouvant en résulter. Ainsi, peut être proposé pour le classement, tout bien meuble ou immeuble répondant aux critères définis aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, celle du 26 juillet 2010.
C'est dire que l'article 12 de la loi 26 juillet 2010 détermine les biens culturels pouvant faire l'objet d'un classement. Il s'agit des biens meubles et immeubles qui à titre religieux ou profane revêtent un intérêt pour l'histoire, l'art, la science et la technique. En d'autres termes, la loi congolaise vise les biens culturels et naturels constitutifs du patrimoine national. Le classement consiste donc à reconnaître la valeur patrimoniale d'un bien culturel pour éviter tout déplacement non autorisé d'objets du patrimoine national, culturel et naturel, éviter la dégradation du patrimoine culturel, éviter l'affectation nouvelle sans autorisation, favoriser la transmission du patrimoine aux générations futures. Le classement permet de reconnaître formellement la valeur patrimoniale du bien culturel, pour en assurer la pérennité. Au regard des dispositions de la loi du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel, il apparaît que le droit congolais prévoit le classement comme mesure de protection du patrimoine culturel. Il convient juste de prendre des dispositions pour sa mise en œuvre. Ces dispositions concernent l'adoption des textes d'application relatifs au classement. Il s'agit des préalables sans lesquels il est impossible de réaliser un classement. C'est aussi l'occasion de solliciter un engagement plus fort des responsables, nationaux, locaux congolais dans la prise d'initiative de classement du patrimoine. En effet, l'efficacité du classement, que ce soit au niveau local ou national, n'est plus approuvée. Il permet de sauvegarder une identité nationale à travers la reconnaissance des valeurs intrinsèques du patrimoine culturel. Par ailleurs, il est important de mentionner que le dispositif prévu par la loi du 26 juillet 2010 sur la protection du patrimoine culturel au Congo n'est pas encore mis en œuvre. C'est pourquoi, il convient d'amener les autorités dépositaires de la décision à évoluer dans ce sens. Une fois l'inventaire et le classement réalisés, le Congo pourra disposer d'un fichier national des sites inscrits ou classés. B. Les effets juridiques du classement. Le classement constitue la mesure de protection la plus efficace. Il produit des effets qui s'appliquent de plein droit, dès le moment où l'acte de classement a été notifié aux personnes concernées. En ce sens, il produit des effets à l'égard du bien lui-même, du propriétaire, détenteur ou occupant et de l'autorité administrative. En conséquence, le bien classé ne peut faire l'objet d'aucune réalisation des travaux ou de modification si l'autorité administrative compétente n'y donne pas son consentement. Cette restriction suppose que tous les travaux à entreprendre nécessitent l'accord de l'autorité administrative compétente. L'État se réserve le droit d'établir des servitudes dans l'intérêt public. Il s'agit principalement du droit de visite et d'investigation des autorités, du droit de visite éventuel du public, de l'obligation d'entretien, ou de toute autre servitude entraînée par le classement. Par ailleurs, nul ne peut donc acquérir un bien public, meuble, immeuble classé. Dans l'hypothèse où le bien n'est un immeuble, aucune construction nouvelle ne peut être dressée à côté du monument ou du site classé ou inventorié, ou élevée dans leur champ de visibilité sans autorisation des services compétents. Une restriction prévue par le droit congolais qui renforce, non seulement, le bien classé, mais aussi les abords du bien, le champ de visibilité s'étendant sur un rayon de 50 mètres au moins autour du bien. Dans le même sens, toute forme de publicité, affiches, panneaux, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est prohibée sur les sites et monuments classés. Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, la procédure diffère légèrement. L'État congolais peut, par mesure conservatoire, placer les objets classés dans les collections nationales. L'incorporation dans les collections nationales fera l'objet d'une indemnisation du propriétaire, détenteur ou occupant du bien après avis d'un expert assermenté. Aussi, l'État se réserve le droit de transférer la garde de l'objet protégé à une autre personne tenue aux mêmes obligations. Il faut pour cela que la nécessité l'impose. Il en est ainsi lorsque le propriétaire, détenteur ou occupant du bien fait preuve d'un manquement ou entrave aux obligations de protection liées à l'objet protégé. Cette mesure de protection produit des effets contraignants à l'égard de toutes les parties concernées par le bien classé. En conséquence, la possibilité de réaliser des travaux nécessite non seulement le contrôle scientifique des services du ministère en charge de la culture, mais aussi du ministère en charge de l'environnement, de l'urbanisme et des mines,
pour les sites et paysages culturels, les sites archéologiques. Cependant, le principe de conservation du bien classé par son propriétaire, son occupant ou son détenteur obéit au respect de certaines règles et obligations imposées par l'État. Il s'agit de l'interdiction de destruction, de démembrement, de dénaturation, d'exportation et de transfert illicite de tout ou partie des biens constituant le patrimoine national culturel et naturel. Lorsque le propriétaire, l'occupant ou le détenteur du bien agit en violation de ses obligations, l'État peut, dans un souci de sauvegarde et de protection, exercer sur ces biens différentes procédures pour les récupérer. Revendication, acquisition, expropriation pour cause d'utilité publique. L'autorité compétente procède à l'enregistrement de l'acte de classement au registre du patrimoine national pour notification, publication et information à l'égard du propriétaire, particulier, organisme étatique et para-étatique, des missions diplomatiques et consulaires, des organismes internationaux. À partir de ce moment, elle est tenue de réglementer tous les travaux à entreprendre sur le bien classé. Restauration, réparation, modification, prise de vue, réalisation des films. En conclusion, l'inventaire et le classement constituent des mesures contraignantes à mettre en œuvre pour une contribution à la protection du patrimoine culturel. Cependant, ces mesures manquent d'application effective, affaiblissant ainsi la protection du patrimoine culturel congolais. L'inscription à l'inventaire et le classement sont réalisés dans le but de disposer d'une liste du patrimoine national. Mais celle-ci doit être actualisée afin de prendre en compte les nouveaux éléments. Paragraphe 2. L'obligation d'actualiser la liste du patrimoine culturel. Les inventaires sont réalisés pour plusieurs raisons parmi lesquelles la connaissance et la sauvegarde, la valorisation et la transmission du patrimoine. Le but est de disposer d'un répertoire des richesses culturelles matérielles et immatérielles du pays. Une fois la liste du patrimoine national établie, il convient de l'actualiser après une période bien déterminée, tous les 5 ou 10 ans par exemple, pour prendre en compte les nouveaux éléments qui présentent un intérêt culturel, historique, pittoresque ou scientifique. Ce principe a été posé par l'UNESCO aussi bien pour le patrimoine matériel qu'immatériel. En effet, faire l'inventaire du patrimoine pour le classer ensuite ne suffit pas pour rendre efficace sa protection. Encore faut-il actualiser la liste du patrimoine matériel et immatériel, 2. L'obligation d'actualiser la liste du patrimoine matériel. C'est une obligation légale A, facteur d'enrichissement du patrimoine matériel, B. A. Une obligation légale. L'obligation d'établir la liste du patrimoine ne porte pas seulement sur les biens à inscrire ou à classer. Il s'agit d'établir un répertoire de tout le patrimoine culturel congolais, pour pouvoir disposer de tous les éléments dans la sélection. Cette obligation emporte celle de tenir à jour la liste du patrimoine matériel au Congo. En effet, pour que l'obligation d'actualiser la liste du patrimoine culturel soit effective, le ministère de la Culture est tenu d'organiser, de manière régulière, des enquêtes ethnologiques, des collectes des biens culturels matériels pour compléter les collections et donc enrichir le patrimoine culturel congolais. Cette obligation comporte en elle l'obligation de patrimonialisation des biens culturels. En effet, le Congo dispose d'une diversité de biens culturels. On peut alors se poser la question de savoir s'il faut tout inscrire ou tout classer au patrimoine national. Pour répondre à cette question, on tiendra compte de la définition du patrimoine national culturel donnée à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel. Celui-ci dispose, aux fins de la présente loi, on entend par patrimoine national culturel l'ensemble des biens meubles et immeubles qui à titre religieux ou profane revêtent un intérêt pour l'histoire, l'art, la science et la technique. L'obligation de tenir à jour la liste du patrimoine culturel exige donc une étude et un suivi de son patrimoine et nécessite un tri des biens culturels, d'où le processus de patrimonialisation né de l'obligation d'actualiser la liste du patrimoine culturel. La patrimonialisation est le processus socio-culturel, juridique ou politique par lequel un espace, un bien ou une pratique se transforme en objet du patrimoine naturel ou culturel digne de conservation et de restauration.
Au départ du processus de patrimonialisation s'effectue par une sélection d'objets qui seront intégrés au patrimoine via un long processus. Michel Vernière pense que le patrimoine est le résultat d'un processus de patrimonialisation. Pour lui, le processus de patrimonialisation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.